Good afternoon. Today I have invited Linda Evans, who is president of Art Program Inc., and who is going to announce and describe the Statue of Liberty exhibition, who's going to start this Wednesday in San Francisco on Market Street. Bon après-midi. J'ai aujourd'hui invité Linda Evans, qui est venue spécialement pour nous annoncer l'exhibition des objets d'art qui ont servi à construire la Statue de la Liberté, et elle va nous parler de la Statue de la Liberté et de son histoire. Welcome to the French-American television program, Linda. Thank you. I'm glad to be here. Thank you very much. I would like to ask you first the little details that surround this exhibition, and it looks like it's not yet too much publicized, but so this will give us a chance to do that. Where is it happening, and how long is the exhibition going to be in San Francisco? The exhibition will be mounted at the Chevron Gallery at 555 Market Street. Yes. It opens on April 15th and runs through May 5th. The exhibition is open, free to the public, Monday through Friday from 9 a.m. to 4 p.m. Every day for about 3 weeks in a row, right? That's correct. Can you tell us how many pieces of art exhibition will be presented there? We have approximately 100 objects that are collected from 50 different private collections in both France and the United States. This exhibition was assembled by the New York Public Library on the occasion of the centennial of the statue, and it's making an 18-month national tour. Okay. Chevron is the only corporation that is sponsoring the exhibition, and it is the only location on the West Coast. You mean in every city it will be in a Chevron exhibition? No, location? No, it will be in a museum or a library. Okay, so in San Francisco it happened to be the sponsor and the name of the gallery also. Correct. Oh, that's very interesting. So it's going to 11 different places. Is that 11 cities and main cities in the United States? That's right. It just is coming in from Houston. Okay. I'd like also to mention the sponsors, the French sponsors. I mean, please. Yeah, it's Air France, Christian Dior, the French Committee for the International Development of Paris La Défense, les Galeries Lafayette, et Lazare Frères and Company. Those sponsors just put the pieces, help put the pieces together, or pay for some of the they helped fund the curatorial work and the organization of the exhibition, as well as the crating and shipping. Okay, so I'm sure there's a lot of cost involved in that too. I mean, but it's also nice of Chevron in America to sponsor, I guess, the transportation all around the United States. I guess that's mainly the. They are sponsoring their portion of it in San Francisco. Okay. Now that we talked about this, can you please describe a little bit the different kind of things, because it won't be just sculptures, there will be also different things that will be presented at the exhibition. That's right. There are many photographs, architectural drawings, engravings, as well as some sculptural models in terracotta, as well as bronze. And they're all miniature, is that correct? I mean, in small. They're miniature. However, there is one large piece. It's 6.5 feet high, and it's a replica of the hand of the finger. It's a copper finger. Oh. And this finger was made in 1876. Oh, it's arrived, yeah. And it was really a promotional piece to help raise funds in France and the United States. Oh, so to give people an idea of how big it will be, like just show the finger, how big it is. Right. I understand that it was funded mostly, the statue itself, you told me, was funded mostly by the French, but also the American had to pay their part of it, I mean, to put it right there on its pedestal. Can you please tell us how it was, the fundraising was done in France and a little bit in America? Well, there were very dynamic fundraising campaigns on both sides of the Atlantic. Okay. And
much of the money was raised from French municipalities. It was the period following the Franco-Prussian Wars. There was a great spirit of republicanism, and the French were very enthusiastic about sharing the gift that represented freedom with the United States, their sister. Because they did look up a little bit to the United States as a model country also. I mean, and it's also reciprocal. The Americans look up to certainly there was a common respect for democratic ideals. Yes, I think it's both ways still now. I mean, and this exhibition really does celebrate the ideals of both countries in terms of democracy and freedom. And also admiration for each other. I mean, I think there's that still alive right now. Absolutely. Okay, and on the other side of the Atlantic, so the American raised money to put the statue on, is that correct? That's right. Approximately $300,000 was raised by 1885, quite a large sum in 1885, to erect a pedestal that was appropriate to place it on, mount the statue. And is the island natural? Is it a natural island? The one, I mean, the statue is on an island, but is it a natural island? Yes. It was not man-made island, right? No, no, it was not. That's a small little island, and it's really the perfect place for it. I mean, it really is perfectly sited. Yes, right in front of the New York. Because as you enter the harbor, it seems like the statue is moving as the boat moves. But when you look at it from New York, it seems like it is mobile. Yeah, I mean, it's a perfect place. I mean, sometimes nature has a way. I mean, it's a perfect place. Could you also tell us, okay, it was done in France in 1834, is that correct? Bartoli was born in 1834. Oh, that's his birth date, okay. Right. And he's an engraver, is that correct? He's a sculptor. Oh, sculptor. And he was very, very fascinated, as many people of the 19th century, with the idea of colossal sculpture. Oh, huge ones, okay. That's right. And he definitely wanted to create the largest sculpture in the world. And he had a vision of it, I understand, and he wanted to create that vision of... He wanted to create a vision that was really springing from his idealism and his republicanism, and he modified the symbol of liberty. He created the torch. Strong, a woman strong. The torch of knowledge. Yes. And she was radiating enlightenment. Yes. You know, the points coming off from her head represent enlightenment. And then also she carries the tablets of law and order. Oh, yeah. Okay. This was his symbol for liberty. It was a unique departure. I think on the tablet is written the date of the independence. Right, in Roman numerals. Oh, yeah, that's right. July 4, is that the day? I believe so. Yes, okay. Well, now, I guess once the Statue of Liberty was, once they raised the money, can you describe a little bit how the work was done, if you know a little bit about it? I mean, I know they had a huge amount of workers involved. It required an architect, Viollet-le-Duc. Yes. And then he was assisted later by Gustave Eiffel. Yes. Oh, the guy who did the Eiffel? Right, yes. How interesting. Later, but he got to practice on the statue. Oh, great. Yes. Okay, so that was one and part of the exhibit concentrates on the technological challenge that this statue presented. I see. So 2 architects worked on it, and then huge amount of workers to actually do the work itself. I mean, that's right. To do the sculpture. That's right. And you know, they made a substructure, and they put sheets of copper over it, which was really the prototypical way in which skyscrapers are built today, with their skins over their structures. Okay, well, I guess, could you please tell us the book that will be presented? Yes, this catalog is available. At the exhibition? Yes, and the catalog follows the same themes as the exhibition. Bartoli as the sculptor, yes, the technological challenge, the
ideals of republicanism, Yes. the fundraising efforts that went on both sides of the Atlantic, Yes. and then perhaps the most fun part of the exhibit is how the statue has been reinterpreted by artists throughout the last 100 years. Oh, I mean, all the posters are made out of it. I mean, how That's right. People Right. had a different vision of it. I mean. That's correct. Okay, well, that was very well described. I'm sure there are much more to be known and discovered about the Statue of Liberty. This exhibition is very educational. It has very important historical information as well as some fun contemporary components to it. Okay, so it's about 100 pieces. So I repeat, they will be starting this Wednesday, the April 15th till May 5th. Please take the time to go see it. It's from 9 to 4 every day, Monday to Friday. And thank you very much for coming and telling us about it. Thank It was you. a pleasure.
Good afternoon. I have invited Errol Gomez, who is a comedian and who is gonna try to make us laugh today. Errol, where have you been performing in your beginning career as a comedian? Let's see, I performed in the Bay Area Black Comedy Competition, The Yes. Punchline, The Other Cafe, and a new club called Remy. So, and you like it? Yes, it's fun, making people laugh. Okay, so I think I'm going to listen to you and your performance about 5 to 7 minutes. Is that it? Yeah, Okay, 5 so I'll let you perform. Great. This is fantastic. Boy, I've never been on TV before, especially without handcuffs. This is going to be fun. NBC, I always thought NBC had like studio audiences. Oh, this isn't NBC? Oh, I'm sorry. God. ABC, that's not bad. ABC is good. I always thought ABC will at least have oh, this isn't ABC. God, well, at least I hope it's CBS. I mean, boy, you guys have me up here. This isn't, oh, wait a minute. You mean to tell me this isn't even, I hope it's not UHF. It's not a major. 25? Cable? Cable? Oh, my friends can't get cable. They're lucky they got Sony TVs. God, I think I could make it a Scooby-Doo or G.I. Joe. Can't believe this. Cable TV. This is crazy. Hey, how do I get out of here? Yeah, I can't find my way out. Might as well perform. God, you know, I'm having bad luck. Ever since I came from Forsyth County, I did this club in Forsyth County. I noticed that white people don't really like blacks up there. I played this club called KKK. Wasn't really that fun. I mean, it was a riot. I really mean riot. People in Forsyth County, I mean, they have a different attitude to really have fun. I mean, Yahoo doesn't mean party. Yahoo means chase a nigga. Plus, they get upset if they see blacks like riding in cars, Mercedes or BMWs, especially if it belongs to them. I don't think that's bad. Since I'm on TV though, this is great. I can like promote this new thing I've been doing about fathers who leave their family. You know, I've been reading that like 50%, over 50% of them are black. So, you know, that's not, you know, that sort of makes me feel bad. So, like, I start up this campaign with the NAACP called Bring Daddy Home, even if he is a bum. And, you know, it's not really that bad. But the only thing about this is these guys, they're not like, you know, the handsomest fathers around. I mean, we're not talking Billy D, more along the lines of Leon Spinks. And when little Egbert gets up on a Saturday morning and goes in the fridge to get some milk for his Fruity Pebbles, and you got Leon Spinks staring at him from the side of his Berkeley Farms milk carton, you know, this guy is going to go into shock. So the way I figure it is that we can't put them on the milk cartons because the missing children are there. So we have to put them on something like, something big enough just to fit their lips. So something like the side of a watermelon. So from now on, when you go in your local supermarkets, you can find these missing fathers on the sides of watermelons or Geno's Fried Chicken, Jumbo Pack. You know, black people really hate it when I talk about them. Just for the fact that, you know, they're really sensitive. And so, what I figure is why don't we talk about something that really doesn't have to do with blacks, like the ghetto. The ghetto's not all black. I mean, one thing about the ghetto is it's like a foreign country. You know, they like have their own language. So I thought all the teachers in schools should, you know, sort of take heed to that or sort of change our subjects because our foreign language isn't English. You know, we don't speak English, French. We speak stupid. Plain old stupid. So what they should do in school is, you know, have a course for that. And instead of giving us F's all the time, because you notice all the Mexicans in the ghetto are always flunking English because we think they're speaking Spanish, but they're speaking stupid. So what they should do is like open up a course for stupid. Hey Jim, what are you taking up next year? Oh, I'm taking stupid grammar and pronunciation. The ghetto's not that bad though. Growing up in the ghetto, you get a feeling that there's somebody out there who wants you just for the way you are. Somebody who has a special room just for you. Somebody who would,
even lend you their last pair of bracelets. The police. The police are all over the ghetto. I remember I got in trouble with the police when I was like in 4th grade for allegedly pushing drugs. Me, could you see me doing drugs? Come on. I mean, I was like 5 years old. And I was on the school bus, and the cops come up, and they pull us over, and I give this kid these vitamins, these Flintstone chewable vitamins. And so he's eating them, and he just happens to throw up after he eats these vitamins. So the cops come up to me and ask him what I give him. I told him 2 Wilmas and a Betty, and that was it. They were ready to take me off right then and there. I also hated Catholic school because, God, it was just no fun. I was like the only black there besides the chalkboard, and the janitor, he doesn't count because he always spoke stupid. Plus our lunches. And the nuns were always yakking. Harold this, Harold that. Harold take the tack out the chair. Harold give the father back his wallet. Our lunch was pretty cool though. But we didn't have enough. I mean, we used to always have to like get in line and drink out of this little cup of grape juice. And they would give us this little old bread wafer, which kept getting soggy because there was some guy in a robe sprinkling water on us. I never understood that. My dad hated it. My dad hated Catholic schools. Actually, my dad hated everything. My dad even hated me. My dad hated me because I caught him when he tried to split. It's like 3 o'clock in the morning, and I get up to get some water, and my dad's like tiptoeing down the steps. And, you know, I'm like, hey, Dad, where you going with the suitcases? And my mother wakes up, and, you know, oh, I'm not going. I'm just packing a car. My dad, I wish he would have ran away because my dad, like, could not hold a job. My dad would lose a job like this. I think he went through one a month. And we always knew when my dad got fired because he had this I got fired dance. And, you know, he would come home. And as soon as we saw this, we said, oh, damn, Ma, Dad got fired again. And we had this Dad got fired drill we would go through. And my brother would run to the phone, call the unemployment office. I would get the wallet and get the rest of the money, and my mother would lock up all the booze. It was okay. My dad was a crazy guy. My dad was a klepto. My dad would steal things that he didn't even need. Anything he would steal. And he would come home and swear up and down he didn't take it. And my mother knew he was out stealing. Like, where you been, you old nasty self? I know you out stealing. It's like, oh, baby, I ain't been out stealing. I ain't been out stealing. What you mean stealing? I don't steal. I went out, got some gifts for you and the kids. Check it out. I got you, this is Mercedes. Look, go ahead. Sit in it. Yeah. Oh, keys? No, this is a new kind of Mercedes. No, you don't need keys. You see them wires hanging out right there? Yeah, just touch the blue, the red, and the green one together. Yeah. See, starts right up. No, you can't drive it. The cops, it gotta be painted. Gotta be painted. Get rid of a few serial numbers. It ain't stolen. What do you mean it's stolen? You always think I'm stealing. Get out of my car. Steal your butt out of my car. And then he looked for the kids. Where the kids? James, come here. Look, got you an authentic Rolls Royce hubcap. Go put it with the other hubcaps in your room. I would never take nothing from my dad. I always knew he was stealing. And I always knew that he had to go somewhere and rip things off. You know, come home, make us happy. He was okay, though. God, I guess everybody's heard about Oral Roberts. Wants $4.5 million. Oral. Come on, Earl. Give us a break, guy. $4.5 million. How did God come up to him? The way I figure is that God, came up to him like a New Yorker. Yo, Oral. Like, listen here, man, me and the devil, like, we were having this chat, about the Sugar Ray fight, and like, hey, man, we made this bet, you see, and that's where you come in, like, Oral, in case I lose this bet, man, you got to cover for me, Oral. I need $4.5 million. $4.5 million? Come on, God. Well, listen, Oral, man. Listen what I'm doing for you. You have eternal happiness. You're living in heaven after you die.
eternal peace, Oral. I mean, gosh, man, I asked you for this one favor and you can't get me $4.5 million. Well, I tell you what, Oral, either you have my money or else, you know, you sort of got to go down there. And, you know, I was talking to the devil and, like, he told me what was going to happen to you once you got down there. And it sort of has something to do with your first name, Oral. So, you know, it's pretty hot down there. If I was you, I'd sort of go out there and get that $4.5 million. Okay, Oral, I got to go. And, you know, he just pimps off down the street. I bet you guys are wondering, why am I eating these Laura Sanders chips? You know, I watched this thing on TV called Fight Back with David Horowitz. I think that's his name. Anyways, they like get these products that are supposed to be great. You know, they see the commercials, and if they don't live up to the commercial test, then they just beat this product down. So I got these Laura Sanders, and why don't we try it on the commercial? You know, you take a bite of these chips, and everybody jumps on, you know, everybody wants these chips. So, let's see. Well, now that we know Laura Sanders is a liar, I think this is it for me. And, well, I gotta go. Thank you. Good afternoon. This afternoon I have invited Frank Boisvert, who is going to tell us a little bit about the rugby match that's happening next week, Golden Gate Park Polo Field. So I'm going to go film it, so I invited him to give us an overview before to go and film it. J'ai invité aujourd'hui Frank Boisvert qui va nous annoncer et nous décrire un petit peu le tournament qui va se passer à Golden Gate Park, c'est ça? C'est ça, oui. Et est-ce que vous pouvez me dire, est-ce que c'est un tournament, disons, amical qui se passe chaque année, ou bien est-ce que c'est quelque chose d'unique qui se passe pour la première fois? Non, c'est un tournoi annuel qui s'appelle le Microbe Golden Gate Tournament. Ah d'accord. Voilà, et qui est organisé chaque année par le club de Bats que j'entraîne, voilà. Ah d'accord. Et est-ce que vous avez votre rôle, c'est simplement d'organiser ça chaque année? Non, moi je n'ai aucun rôle spécifique pour le tournoi, si ce n'est d'inviter des équipes étrangères. En l'occurrence, c'est une équipe française. Ah d'accord. Et à part cela, je suis juste l'entraîneur des Bats. Voilà. Et si je comprends bien, cette même semaine, vous n'allez même pas pouvoir y assister? Hélas non, parce que mon équipe est qualifiée pour la phase finale du championnat des États-Unis qui se déroulera à Portland en Oregon. Oh, félicitations. Merci. Vous allez être un entraîneur si vous qualifiez pour j'essaie. Je voulais aussi vous demander, est-ce que ce tournoi se limite à San Francisco? Vous voulez dire aux équipes de San Francisco? L'équipe de France, est-ce qu'elle va venir simplement à San Francisco ou bien elle va faire plusieurs villes? Non, alors l'équipe de Bagnères va jouer donc dans ce tournoi le 25 et le 26 à Golden Gate Park. Oui. Et après cela, elle ira jouer à Los Angeles et elle finira la semaine au tournoi de Pebble Beach qui se déroule sur la péninsule de Monterey. Donc c'est surtout un tournoi californien? Oui, absolument. Ouais, c'est une tournée californienne. C'est une tournée californienne. Écoutez, moi, je ne suis pas très au courant de ce qui se passe en rugby. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu quel est l'enjeu et combien de personnes sont dans une équipe de rugby?
Alors bon, en rugby, il y a 15 joueurs Oui. qui s'affrontent donc pour marquer des essais. Les essais, c'est un peu similaire au touchdown au football américain. Oui, alors ça se fait D'accord. surtout avec les bras comme le football. Non, alors la grosse différence avec le football américain, c'est qu'on ne peut pas passer la balle en avant. On est autorisé uniquement aux passes latérales. L'énorme différence aussi avec le football américain, c'est qu'on ne peut plaquer que le porteur du ballon. Ah d'accord. Voilà. Et aussi, vous ne vous habillez pas de la même manière, n'est-ce pas? Non, on n'a pas de casque, on n'a pas de protection. ni Donc rien. à la fin du jeu, vous êtes plein de bleu de partout un peu? Pas forcément, pas plus que Non, le football américain. Pas plus. Ah Non, bon, au d'accord. contraire. c'est- même. Ah d'accord. Donc disons, c'est un peu moins violent alors. Vous ne À mon jetez avis, pas dessus. c'est à mon ça? avis, c'est moins violent. Oui, on se jette dessus, mais à mon Vous avis, jetez c'est moins dessus. violent. Ouais. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous dire samedi à quelle heure ça va se passer? Alors samedi, le tournoi aura lieu toute la journée. Oui. C'est la première phase du tournoi. Et Bagnères, je crois, Bagnères de Bigorre, qui est donc l'équipe française qui se produira, ne jouera qu'à 10h, midi et 15h, je crois bien. Oui. Est-ce que c'est une équipe qui est assez fameuse en France? Ah oui, c'est une des meilleures équipes françaises. Et là, Ah. cette année, elle a perdu en 8e de finale la semaine dernière contre l'équipe de Montferrand. Oui. Voilà, mais c'est une très bonne équipe puisqu'ils sont arrivés en finale du championnat en 1983, si ma mémoire est bonne, et 1979. D'accord. Donc c'est une Une des équipe meilleures de équipes. premier plan en France. oui. D'accord. Et quel autre pays va venir cette année? Alors il y aura bien sûr surtout des équipes américaines, aussi bien de l'Oregon, de Californie, de l'Utah et même de Donc il y de aura plusieurs Washington. matchs, c'est ça? Ah oui, il y a 42 équipes engagées, je crois, Donc, qui vont se jouer entre pendant toute la journée, D'accord. le samedi. Est-ce qu'il y a plus qu'un field, comment on dit ça? Il y a 4 terrains. 4 ouais. terrains, donc il y aura disons 4 oui. jeux en même temps. Oui, ça se passe au Polo Field, Oui, que je crois d'accord. beaucoup Il de y a Français assez de connaissent place bien. pour qu'il y ait 4 jeux à la fois. Voilà, il y aura en fait 4 à 5 matchs en même temps, qui se dérouleront en même temps. Et les gens pourront choisir. Et c'est gratuit, je pense. c'est ça? C'est absolument gratuit. Oui. Au contraire, tout le monde est invité à venir. D'accord. D'accord. Et à venir boire de la bière et manger des hot dogs. Et c'est sponsorisé par qui? C'est sponsorisé par une marque de bière, Michelob, et aussi par une marque de boisson minérale qui s'appelle, je crois, Black Mountain. Ah bon, c'est une Voilà. boisson française? Non, c'est américain. C'est américain, Ouais, donc hélas. ce sont 2 compagnies américaines qui Oui. vont sponsoriser. Oui. Vous avez dit qu'il y aura peut-être aussi un autre pays qui sera. Il y aura une équipe du Canada, d'Ottawa, Oui, français, qui s'appelle les Rock and Roll Rebels. Et il y aura une Par équipe, français, je pense, oui. c'est ça. j'espère pour eux. Et il y aura aussi une équipe anglaise, et c'est l'Isle of Sheppey. Est-ce que quand une équipe française joue avec une équipe américaine, est-ce que c'est difficile de communiquer du point de vue Alors langage? cela va être une première, puisque c'est la première fois qu'une équipe française va se produire en Californie. Donc on va découvrir ça. Ah bon, d'accord, Voilà. c'est unique parce que je suis sûre que vous entraînez votre équipe de San Francisco en anglais. Oui, bien sûr. Non, mais c'est-à-dire, je comprends que la plupart de vos joueurs sont américains, c'est ça? Ils sont tous Ils américains. sont tous américains. Ouais. Ok, et je voudrais savoir, est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu la ville d'où vous êtes et puis aussi un peu la ville de Bagnères? Oui. Ce serait, disons, un peu instructif pour les gens. Oui, d'ici. alors moi je suis de Perpignan, qui est bien sûr dans le sud, juste Oui. à côté de l'Espagne et à côté de la Méditerranée. Oui. Donc c'est très très agréable. On a la montagne, la mer et un Et il pays fait étranger. Et il fait beau, hein, surtout l'été. D'accord. Et Bagnères de Bigorre est aussi dans le sud. Comme on le sait, le rugby est surtout implanté dans le sud de la France. Bagnères est aussi dans les Pyrénées, mais plutôt du côté occidental et tout près du Pays Basque. Et c'est une petite ville de, je crois, environ 10 000 habitants. Mais avec une très très fameuse équipe de rugby, avec beaucoup d'internationaux, dont Les Jean-François Français Gondon. suivent assez bien les matchs de rugby. Ah oui, énormément, surtout au moment du tournoi des 5 nations que la France a remporté Une fois encore par cette an, année. c'est ça C'est l'hiver surtout. Et cette année, pour la première fois, il va y avoir une Coupe du Monde de rugby qui aura lieu en Australie et que les Français espèrent bien gagner, bien sûr. Ah bon, donc ils y feront partie, c'est ça. Absolument, oui. Et la vôtre, votre équipe, c'est surtout un championnat américain, c'est ça? C'est le championnat national des États-Unis. Des Oui. États-Unis, et puis si l'équipe gagnante ira, disons, représenter les États-Unis. Non, c'est l'équipe nationale des États-Unis qui ira à la Coupe du Monde. Donc une la des même- équipes françaises va rencontrer l'équipe gagnante d'Oregon, c'est ça? non, pas du tout. C'est une sélection Des équipes américaines. des équipes américaines qui rencontrera
aura l'équipe de France en Australie. Ah, plusieurs équipes. Éventuellement, s'ils gagnent leur poule respective. D'accord. Voilà. Pour revenir au match qui va bientôt se passer, enfin il y a plusieurs matchs, je pense qu'il y aura quand même une finale. Oui, la finale aura lieu le dimanche 26 à 15h. Donc c'est une des équipes, les deux équipes gagnantes, ou bien ce sera, disons, sélectionné par... Ce sont les équipes qui auront gagné le plus de matchs le samedi qui seront en finale le dimanche. Donc le samedi il y aura plusieurs matchs et le dimanche il y aura la finale. Et ce sera à quelle heure la finale? À 15h. À 15h. À Polophile toujours, et on espère bien que Bagnères de Bigorre sera en finale. Et ça va être, disons, reporté sur le Chronicle. Enfin, oui, bien sûr. Oui. C'est assez important comme... ce sera annoncé dans le journal. Ah, ce sera annoncé, oui. Ah, ouais. Bon, d'accord, alors je suis sûre qu'il y aura pas mal de monde. On espère bien, oui. Et beaucoup de Français pour encourager Bagnères. Ok, je voulais donc finir en vous demandant, ça fait combien de temps que vous entraînez à San Francisco, cette équipe? Moi, c'est ma deuxième année avec les Bats. Et pouvez-vous nous expliquer un petit peu, enfin, qu'est-ce qui vous a amené à devenir le coach ici? C'est-à-dire, est-ce que c'est parce que ça n'existe pas tellement aux États-Unis? C'est-à-dire, effectivement, le problème du rugby américain, c'est qu'ils n'ont pas d'entraîneur. Oui, et donc, moi, j'ai été recruté pour entraîner cette équipe, qui est une équipe de première division et de premier plan aussi aux États-Unis. Et en même temps, vous avez été recruté en France alors? Oui, j'ai été recruté en France, mais auparavant j'avais été entraîneur à l'Université de Californie à Los Angeles pendant 2 ans aussi. D'accord. Et quelle est la compagnie qui s'occupe de ce genre de... C'est absolument privé. Les joueurs, les joueurs qui sont d'ailleurs issus de la classe assez aisée américaine sponsorisent entièrement leur propre club. D'accord. Écoutez, merci beaucoup d'avoir apporté toutes ces belles photos et on se reverra sûrement dimanche parce que je vais venir filmer la finale. D'accord. Et c'est vrai, on se verra pas, enfin, mais je verrai Pierre Vincent qui m'a... Oui. Et vous verrez le coach de Bagnères, Jean-Michel Aguirre, et d'autres internationaux comme Jean-François Gourdon. Voilà. Merci beaucoup. Ça fait longtemps que beaucoup de gens me demandaient de faire un peu de sport. Aujourd'hui, ce sera, disons, l'inauguration de notre première interview sur le sport. Merci beaucoup d'être venu. Merci. Good afternoon. This afternoon we have today in our studio Animé de Bresson, who spent a couple of weeks in Paris, and after talking to her, I discovered that she mainly went to see some plays in France, and she's going to describe those plays because in San Francisco and in the United States we are now aware of what's happening really in Paris in these areas. Welcome to the French American television program Animé. Nous allons parler en français étant donné que vous parlez français. Vous dites que vous avez passé, disons, 2 semaines à Paris et que vous étiez surtout, disons, c'était un voyage de séjour. Hein. Vous étiez plutôt en vacances. Si vous avez... J'étais en vacances pour visiter de la famille, mais comme toujours, quand je suis à Paris, j'essaye d'y faire autant que possible parce que c'est une ville qui est tellement vibrante et vivante qu'il y a tellement de choses qui se passent. Tout le temps, c'est incroyable. C'est-à-dire, il y a l'embarras du choix du point de vue théâtre et du point de vue cinéma, du point de vue architecture. Justement, on va commencer peut-être, étant donné que vous avez eu l'occasion de voir le musée d'Orsay. Enfin, est-ce que vous pouvez nous dire tout d'abord où est-ce qu'il se situe dans Paris et puis peut-être nous le décrire un petit peu? Le musée d'Orsay est presque en face du Louvre, sur la Seine. C'est une ancienne gare qui est désaffectée depuis très longtemps. À un moment, on a menacé de la détruire pour construire des immeubles modernes. Dieu merci, cela a été enrayé. Ah, d'accord. Et tout récemment, donc, ce musée a été complété pour être le nouveau musée du 19e siècle, c'est-à-dire les impressionnistes de l'école dite des pompiers, de sculpture, enfin, et d'architecture aussi d'ailleurs. Du 19e siècle. Oui, du 19e siècle. Et est-ce que vous avez eu l'occasion de voir quels sont les artistes qui ont pu avoir la chance d'être représentés dans ce musée? Et on pense surtout aux impressionnistes, n'est-ce pas? On pense à Renoir, Manet, Monet, Degas, Gauguin, Douanier-Rousseau, tout cela. Mais il y a aussi des artistes, des sculpteurs comme Bougereau, Rodin, énormément de sculpteurs, enfin, tout ce qui représente la France artistique du 19e siècle en fait. Ok, donc c'était une gare, vous dites? C'était une gare
somptueuse, Oui. avec des énormes voûtes de verre et de fer et d'acier, enfin toute l'emblée du 19e siècle. C'était vraiment architecturalement, enfin, techniquement c'était assez extraordinaire. La nef est beaucoup plus grande que Notre-Dame par exemple. D'accord. Et alors le problème était bien sûr qu'on a cette espèce de hangar, et qu'est-ce qu'on va faire pour que ça soit un musée? Parce qu'on ne peut pas évidemment pendre des tableaux dans le vide. Ah, d'accord. Alors les architectes... Ils ont mis des murs. Alors. Donc ils ont mis des murs, ils ont fait une espèce d'architecture intérieure qui était évidemment la seule chose à faire. Je dois dire que je ne suis pas toujours d'accord sur ce qu'ils ont choisi de faire. C'est une architecte italienne qui l'a faite, qui s'appelle Gaia Aulanti. Oui. Et elle a respecté la voûte, qui a donc toute son apparence d'origine, et dedans elle a mis une espèce d'allée avec des subdivisions, si vous voulez, des espèces de pyramides, pour pouvoir faire d'autres galeries. D'accord. Et elle s'est servie d'énormément de matériaux, comme il y a du marbre, il y a du granit, il y a du ciment. À mon goût, peut-être un peu trop de choses. Donc, qu'est-ce qui vous a pas plu là-dedans? C'est-à-dire la combinaison des matériaux utilisés ou bien les couleurs? Non, les couleurs sont assez douces, on ne peut pas vraiment critiquer. Je crois que c'est peut-être une réaction très personnelle, je vous le dis, mais j'ai l'impression qu'elle a voulu se mettre en valeur, elle a rajouté un autre style d'architecture dans quelque chose qui était déjà valable. D'accord. Alors on a l'impression de rentrer dans cette énorme salle et d'être dans une espèce d'allée des temples égyptiennes. Pourquoi l'Égypte dans le 19e siècle sur la scène? C'est un peu ça. Ah, d'accord, donc vous pensez qu'il y a eu un contraste? Oui, qui pour moi choque. Oui, parce que justement, au musée du Louvre, il y a une partie égyptienne où il y a, je crois, savoir ce que vous décrivez, des trucs, les murs blancs. Enfin, les murs blancs, c'est ça. Donc, ça. Oui, je trouvais aussi ça assez choquant lorsque je suis allée voir. Il y a des gens qui adorent et il y en a d'autres qui n'aiment pas. Qui pensent que ça fait un contraste assez choquant, c'est ça. C'est-à-dire, ça ne blende pas. Oui, ça ne valorise pas l'architecture d'origine. Voilà, exactement. Mais il fallait bien diviser fonctionnellement. Le musée marche très bien parce qu'il y a beaucoup de monde, on circule bien, c'est bien annoncé. Les galeries sont parfois trop étroites, c'est-à-dire que quand on recule tout à coup, toc, on tombe sur l'autre mur, on ne peut pas prendre assez de recul sur les tableaux. D'accord. Et j'ai quelques hésitations. C'est assez étroit par endroit, pas partout. Oui, des fois, il y a des belles échappées où on voit toute la largeur de la gare. Est-ce que ça a eu du succès quand même? Ah, énormément de succès, les critiques sont très positives, les gens y vont en foule. Il fallait évidemment un endroit... C'est gratuit, c'est payant? C'est payant. Ah bon, c'est payant. Comme le Louvre, ouais. Oui, c'est même assez cher. Mais il fallait bien un endroit pour tous ces tableaux qui étaient un peu coincés dans le jeu de paume, coincés par-ci par-là, surtout dans des greniers et dans des caves. C'était dommage de ne pas les avoir. Ok, pouvez-vous nous décrire aussi un peu le Picasso et puis, si vous l'avez vu hein. Alors le musée Picasso, j'ai vu l'été dernier, pour moi c'est vraiment une pure merveille, parce qu'ils ont pris cet hôtel particulier du 17e, 18e siècle, et tout l'esprit de l'hôtel particulier est resté, contrairement à Orsay. D'accord. Et il y a aussi énormément de lumière naturelle, il y a les lumières artificielles aussi, mais il y a la lumière naturelle qu'on a un peu perdue à Orsay. Alors à Orsay, par exemple, vous avez une salle de Renoir, tout éclairé uniformément, comme un studio, et tac, tous les Renoirs sont à plat. On perd. C'est sur la scène, cette merveilleuse lumière du Nord, cette lumière douce de Paris, et qui est perdue. Au Picasso, on a la lumière extérieure, contrôlée par les lumières artificielles, parce bien entendu. C'est en verre, n'est-ce pas? Parce qu'il y a les grandes fenêtres du 18e. D'accord. Et il y a des meubles de Giacometti, enfin tout l'ensemble est d'une réussite pour moi sensationnelle. Ok. Est-ce que vous avez vu autre chose du point de vue architecture, ou bien c'est à peu près... Oui, il y a aussi l'ensemble Beaufil. C'est un immeuble d'appartement en bordure du 15e, dans un quartier qu'on est en train de refaire. Très monumental. Les Français résistent un petit peu parce que c'est un côté qui leur paraisse un peu fasciste. Oui. Mais d'emblée, de proportion qui me plaît, parce que Paris peut supporter. Okay. Oui, moi je trouve que Paris est une ville très 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 futuriste. Dans un cadre, on pense toujours à Paris du 17e. Non, mais qu'est-ce que c'est? Une ville très futuriste. D'accord. Et donc, pouvez-vous nous décrire ce que c'est comme architecture? Enfin, c'est un espèce de cirque, oui, entouré, donc c'est un immeuble qui doit avoir 7 ou 8 étages, avec une cour principale. On sent les forces des structures architecturales. C'est touristes, c'est ça? Non, en fait, c'est des résidences particulières. Ah non, d'accord. Oui, c'est des appartements. Et qu'on vous laisse visiter de temps en temps? Non, j'ai pas visité l'intérieur, j'ai vu que l'extérieur. Mais enfin, on a vraiment l'impression de rentrer dans une piazza italienne, quoique Beaufil est un architecte espagnol. Ok, on va passer peut-être aux pièces de théâtre que vous avez vues, parce que nous n'avons que 12 minutes aujourd'hui. Vous avez donc commencé par voir, disons, une pièce qui, je crois que vous avez beaucoup plus... Beaucoup plus... Enfin, j'ai vu plusieurs, j'ai vu des pièces, j'ai vu
vu de l'opéra qui m'a plu énormément. J'aime beaucoup l'opéra. C'est une opéra de Lully qui s'appelle Attis, qui a été refait, pas dans la grande salle de l'opéra, mais dans la salle Favart, dirigée et mise en scène par un Américain qui s'appelle William Christie, qui a étudié le Lully. Donc c'est une pièce de théâtre, un masque si vous voulez, de 1676 qui incorpore danse, musique, mime. Donc beaucoup de variétés. Beaucoup de variétés. Ah oui, donc, mais c'est quand même une tragédie grecque. Ah bon. C'est pour ça, d'où la couverture d'ailleurs du programme. Et ils ont su faire ça avec une simplicité et une émotion, vraiment, c'était tout aussi émouvant que si on voyait du Verdi ou du Puccini. Ça vous prenait vraiment. Les costumes étaient ravissants. Costume grec? Il y avait des costumes, le prologue était fait en costume du XVIIe siècle, grand siècle, avec une représentation du roi soleil, etc., avec la pompe, la mise en scène du directeur. Et après ça, c'était du néo-grec, très simple. Et les danses étaient extrêmement bien intégrées aussi. C'était un groupe qui s'appelait, j'ai oublié le nom, mais un groupe de danse de cours la musique du XVIIIe siècle. quoi, c'est ça? Extraordinaire. Extraordinaire, les voix très belles. Et ces pièces de théâtre, ça dure combien en France? C'est-à-dire, ça dure quand même pas mal de temps. Ça, l'opéra devait durer, 3-4 semaines, c'est tout. Mais les pièces de théâtre, par exemple, j'ai vu une pièce charmante qui s'appelle Léopold le Bien-Aimé, avec des vieux acteurs qu'on connaît plus toujours, George Wilson, qui était du Théâtre National Populaire, Jacques Dufilot et Suzanne Flon. C'est une pièce absolument charmante d'un vieil homme qui revoit en arrière, qui s'imagine un ancien amour qui en fait n'a jamais eu lieu, qui rencontre cet ancien amour qui, elle, ne se rappelle de rien. D'accord. Et alors, c'est disons, on voit le conflit qui se passe. On voit le conflit, mais c'est quelque chose de doux, de rigolo, de sympathique. Ah, d'accord. Et surtout des acteurs sublimes. Cette pièce joue encore, d'ailleurs. D'accord. Et vous en avez vu combien? 2, 3, 4, 5? 4 ou 5. J'ai aussi vu les ballets de Roland Petit dans l'Ange Bleu, une nouvelle mise en scène qu'il a commencé à Berlin, qu'il a fait pour sa danseuse principale qui s'appelle Calfouni. Ah non, mais c'est donc un musical, c'est ça? Non, c'est un ballet. Un ballet, d'accord. C'est un ballet, mais c'est tiré donc l'Ange Bleu de Marlène Dietrich. Et c'est la même histoire. C'est le même l'Ange Bleu, quand même. Oui, c'est l'Ange Bleu. Intéressant parce qu'il y a le corps de ballet, surtout des hommes plutôt que des femmes. Ah, d'accord. Il y a pas mal de mimes. C'est quand même un ballet d'une histoire racontée. C'est pas très abstrait. Ok. Mais c'était. Et la quatrième, enfin la troisième, plus de la troisième pièce, c'était une pièce genre cabaret, si vous voulez. C'était Les Trois Jeannes. Donc une mise en scène où il y a 3 actrices qui se préparent pour une représentation un peu bête qu'ils vont faire dans une salle de province. Alors elles s'entraident, elles se chipotent, il y a toutes sortes d'interactions personnelles. C'était très drôle. Ce serait intéressant, si c'est très possible, de les faire venir une fois par an aux États-Unis, comme le sport. Oui, ça serait intéressant. Non, mais c'est-à-dire même s'il restait même peut-être une semaine, on aurait peut-être l'occasion de voir ce qui se passe un peu à Paris chaque année. Enfin, je suis sûre que les pièces de théâtre changent chaque année. Alors, sachez, je crois qu'il y a plus de théâtre à Paris que dans n'importe quel autre bout du monde. Oui, j'ai l'impression. Je sais qu'il y en a plus de 80 à presque tous les moments. C'est incroyable. Ok. Et pour revenir du point de vue architecture, vous nous avez parlé aussi d'un autre endroit que vous avez vu, le forum, le musée des sciences. Le musée des sciences, oui, j'ai été voir le musée des sciences. Vous savez qu'à la Villette, autrefois, il y avait des abattoirs. Oui. Et on a gardé de nouveau certaines de ces verreries, si vous pouvez appeler ça. Et à côté, à l'emplacement d'une ancienne verrerie, on a construit un musée de technologie qui ressemble pas mal à l'Exploratorium de San Francisco d'ailleurs. Non, pas entièrement, mais il y a des choses qu'on peut toucher si vous voulez. Et il y a des choses, des expositions d'ordinateurs. Si c'est assez gris, là, l'Exploratorium, non, c'est un peu mieux comme architecture. C'est de couleur, peut-être. Oui, c'est quand même dans un espace assez vaste. Il y a un geodome où il y a une salle de théâtre où on projette des choses de cinéma. Je trouve que c'est très valable, les expositions sont intéressantes et peut-être nouvelles. Pour un Américain, peut-être moins, parce qu'on a déjà vu pas mal de genre de choses-là. Et ça a aussi un côté un peu international et neutre, ce qui arrive souvent dans ces choses-là. C'est assez nouveau en France? C'est assez nouveau, je crois que ça a été terminé seulement l'année dernière, en 86, ce musée. D'accord, donc c'est surtout du point de vue éducation des enfants. Oui. Ok, merci beaucoup de nous avoir parlé de tous ces endroits que vous avez vus.
Ok. Animé, est-ce que vous pouvez me rappeler le nom de cette recette? Salade composée au hasard du marché, parce qu'aujourd'hui, quand je suis allée à mon marché de légumes, j'ai trouvé toutes sortes de petites choses terriblement appétissantes. Maintenant, on trouve toutes ces petites laitues, toutes les couleurs avec du cerfeuil, toutes sortes de petites choses. Alors, J'ai remarqué qu'il y a plusieurs couleurs, donc il y a plusieurs sortes. il y a de la laitue. trévise, il y a de la chicorée, il y a de la batavia, il y a du cerfeuil, il y a plein de petites choses, il y a la roquette même. Alors on trouve des tas de petites choses. Alors ça, c'était très appétissant. Après ça, je suis allée chez mon marchand de poissons parce que je voulais une petite entrée pour virer dans le gigot, par exemple. Oui. Et il y avait des très belles crevettes. C'est des crevettes qui viennent d'Alaska. En fait, c'est des bouquets qui s'appellent des spotted prawns parce qu'elles ont des taches qu'on ne voit plus. Et il faut les traiter très rapidement, c'est-à-dire que si on ne les cuit pas le jour même, il faut enlever les têtes parce que les têtes tournent noires. C'est pas mauvais, c'est l'oxydation, mais c'est pas bon. Quand vous dites les traiter immédiatement, les Vous les bouillir. cuire tout de suite. Les Ah, mais bouillir. je les ai pas bouillis, je les ai fait sauter dans l'huile très chaude pendant 2-3 secondes. 30 secondes de chaque côté, c'est tout. Toc toc, et puis après ça, on les enlève et on les sel au gros sel. Donc, il y a aussi des coquilles Saint-Jacques qui étaient très appétissantes. Et là, je les ai fait mariner tout simplement au citron. Pas cuire du tout. dans du citron. Dans du citron. Et pas cuite du tout. Et où ça se trouve ça au Fisherman's Wharf Non, j'ai trouvé à Berkeley parce que j'habite Berkeley. On a des tas de petits, tout un coin qui s'appelle le Gourmet Ghetto, où on a vraiment des petits magasins qui sont très soignés, ce qui fait grand plaisir. On pourrait presque être en France, pas tout à fait. Mais vous trouvez plusieurs Beaucoup de petits choses. magasins. Oui. Est-ce que cette recette, c'est une recette que vous avez improvisée Franchement, sur le moment. Alors, je suis rentrée chez moi et j'avais bien entendu des fines herbes. J'avais envie de fines herbes et j'ai pensé au goût. Alors, quand on fait une salade, il faut équilibrer la douceur, c'est-à-dire l'huile, le sel, le poivre, bien entendu. L'aromate, ici, pour le nez, je vais mettre un peu de safran parce que j'aime beaucoup ça et je pensais que c'était bon avec les Saint-Jacques. Et aussi l'acidité qui est très importante. Souvent, quand les gens veulent rajouter du sel, ils devraient rajouter de l'acide. Ok, au lieu Et en d'ajouter fait, trop de sel. on goûte très rarement en cuisine. On goûte seulement pour le sel, la mer, le sel, l'acide, le sucre et le poivre pour un peu. C'est surtout le nez. C'est surtout le nez. Donc, ah d'accord. Et l'orange, c'est aussi avant, c'est à la fin. Ah d'accord. Parce que si on va équilibrer aussi visuellement. Si on équilibre visuellement, on équilibre aussi au goût, je trouve. Ok, donc vous avez préparé Alors d'avance. j'ai préparé une vinaigrette tout simplement avec un petit peu de vinaigre de champagne, une bonne huile d'olive vierge, c'est-à-dire très verte, très parfumée. C'est une vinaigrette assez douce, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'huile d'olive en proportion. Et on peut trouver tout ça localement. Oui. Alors D'accord. la façon dont font les chefs, c'est d'avoir leur vinaigrette dans une bouteille, on met le pouce et toc, on assaisonne, hop, et puis on arrête quand on veut, comme un robinet. D'accord. Et le meilleur instrument pour assaisonner tout ça, c'est les mains. Il n'y a rien de tel. D'ailleurs, vous savez, une très bonne salade, on la mange avec les mains. D'ailleurs, ça, on est obligé de la manger avec les mains pour les décortiquer. Donc c'est pour ça que vous n'avez pas porté de. J'ai rien de apporté du fourchette. tout. Ah, d'accord. Non, ça fait plaisir de tripoter tout ça. Bon. Ok. Alors voilà ma petite salade de base, tout assaisonnée. On va faire, pour que ça soit joli, on va monter ça joliment. Alors le cerfeuil, c'est très commode parce que ça tombe toujours bien. Vous voyez cette petite feuille là, on va la mettre comme ça là-dessus. Une petite feuille mignonne là, le rouge est joli. Et vous écrivez donc vos recettes au fur et à mesure que vous les créez. Je les crée, quelquefois je les écris pas. Pour donner un petit peu de couleur, je vais mettre un petit peu de safran. Maintenant le safran, je prends du safran fil espagnol qui est meilleur de qualité. Et vous le mélangez avec quoi? Et je le mélange avec cette fois-ci un peu de jus de citron parce qu'il y en a. Mais en principe, toujours un petit peu d'eau et on l'écrase au mortier pour en tirer le goût, plutôt que mettre les fils. Les fils sont très jolis mais donnent très peu de goût s'ils ne sont pas écrasés. Okay. Alors ça va nous rajouter un peu de couleur. Ça fait un peu after Pâques d'ailleurs, vous voyez. On dirait, ça a l'air d'être des Oui, œufs maintenant. c'est pour ça que je ne l'ai pas mis avant parce que je voulais pas que ça soit Ça très jaune. s'achète Aziz, c'est-à-dire comme ça, ça s'achète déjà préparé. Les coquilles ou les coquilles La Saint-Jacques? chair, cette chair, enfin ça s'appelle des coquilles. C'est les coquilles Saint-Jacques. Et ça s'achète comme ça ou vous devez Non, les ouvrir? en France, on les achète dans les coquilles. Et ici, mais on les achète elles sont toutes prêtes. Elles sont toutes prêtes. Alors, on va faire ça pour du blanc et du jaune. Hein? Et puis, on va mettre... faut que ça reste bien monté. Une personne qui ne s'y connaît pas penserait que c'est de l'œuf, peut-être. Oui, Non, ça pourrait presque, faire enfin. du jaune d'œuf. Enfin, au goût, ça fera une petite surprise. Et on va prendre quelques petites crevettes et on va les mettre en bataille. Mais alors les crevettes comme ça, Aziz, Aziz, elles sont cuites, n'oubliez pas, on les a sautées très vite. Ah oui, c'est beaucoup plus drôle. On pourrait bien sûr les servir décortiquées, mais c'est moins drôle. ah d'accord. Et quand bien. vous achetez, elles sont vivantes? Presque. Pas tout à fait, Non, malheureusement, mais mais enfin, presque. non, mais ça fait peur un petit peu. Pourquoi? Ça va pas vous manger? Non, mais les c'est petites dire- bêtes ne mangent pas les grosses.
Et on met un petit peu ça c'est la ciboulette, bon. du persil C'est du persil. et du cerfeuil. Et l'estragon. Et Tout ce qui est l'estragon. représenté là d'ailleurs, pour D'accord. donner un peu de goût. Là j'ai fait des petites saletés sur mon assiette. Mais on corrigera ça comme on fait dans les restaurants après. Non, les crevettes c'est bien meilleur quand c'est cuit dans les carcasses. Ça, tout le goût est là-dedans. Alors quand on a fini, on suce ça, c'est délicieux. C'est-à-dire le jus et reste. Alors, ça. pour un peu de couleur, on prend ce merveilleux petit gadget. Et ça va rajouter la couleur et du goût. Et En mettant de la peau de un citron. petit peu de zeste et un petit peu de zeste d'orange pour que ça soit joli. Et voilà. Vous devriez ouvrir un restaurant peut-être un J'ai jour. travaillé dans les restaurants, mais j'aime mieux donner des cours parce que. Et vous donnez comme ça, des on ne cours répète pas. souvent Je donne des cours presque toutes les semaines à Berkeley, oui, chez moi. chez vous? Alors, ce qu'on fait dans un restaurant quand c'est sale comme ça, c'est qu'on passe vite un coup de torchon à l'extérieur, comme ça. Et voilà. Et c'est déjà assaisonné, donc. C'est assaisonné. Mais et la crevette? La crevette était assaisonnée. Ah, ce qu'on peut rajouter peut-être, c'est un petit peu de gros sel parce que ça brille et que ça donne du croquant et que les choses qui ont été cuites à l'huile très vite frites en fait ont toujours besoin de sel à la fin. D'accord. Et quand vous cuisez ça à l'huile, vous mettez tout simplement de l'huile d'olive et vous faites... L'huile d'olive brûle très vite, alors je fais d'habitude un mélange d'huile d'olive et d'huile d'arachide. Et vous faites sauter de chaque côté. Sauter de chaque côté très brièvement pour qu'elle reste. Et on pourrait servir ça tiède d'ailleurs. On pourrait pocher les Saint-Jacques Un et peu les chaud. servir tièdes sur la salade. Sur la salade. Oui. Ok. Ça s'appelle comment à nouveau? Des coquilles Saint-Jacques. Des coquilles C'est des Saint-Jacques. scallops. Des coquilles Saint-Jacques. Scallops, Voilà. Ok, ben, merci beaucoup. Alors, pouvez-vous nous dire très rapidement de quoi est composé? Oui, De alors quoi on commence par diluer le sel et le poivre dans le vinaigre. Mettons un quart de tasse de vinaigre. Oui. Et on rajoute 5 à 6 fois le volume d'huile d'olive. D'accord. Dans ce cas. Mais enfin, on peut choisir au goût ce Donc, qu'on veut comme vinaigre. plus d'huile que de vinaigre. Beaucoup plus. D'accord. D'accord. Donc, 5 fois plus d'huile que de vinaigre. Oui. Ah, d'accord. À moins que la personne ait un goût À moins qu'on ait un goût différent. Alors, Ah oui, bien change. sûr. Faut D'accord. pas oublier qu'il y a du citron là-dedans aussi. Donc, c'est simplement 4 ingrédients, sel, poivre et puis... Oui, c'est D'accord. une vinaigrette toute Donc, simple. c'est tout ça, c'est très Mais simple. le secret de la cuisine, c'est d'avoir très peu de choses qui soient très bonnes. C'est surtout ça. D'accord. Il ne faut pas trop mélanger. Simplement, maintenant, dites-moi le nom de ces herbes. Alors, on a le cerfeuil ici, vous voyez, qui est comme une dentelle. Le persil italien, ça s'appelle ici. Ah oui, avec les grosses feuilles. Et l'estragon. Ok. Et l'estragon. D'accord. Et ça s'achète comme ça. Et on peut acheter, oui, dans les bons magasins de légumes, on peut acheter des Vous les avez fines trouvées herbes fraîches. D'accord. Merci Oui, beaucoup. en boîte, c'est moins bon. Hein. Non, d'accord. Moi, je les achète en boîte, mais je suis étonnée que vous ayez pu tout ça frais enfin aujourd'hui. Oui. Ok, merci beaucoup. On va goûter ça. D'ailleurs, je vais peut-être demander à... Tiens, avec les doigts. Voilà, c'est ça. Avec les doigts, oui, comme vous avez dit. Comment il dit, Franck, venez goûter.